Avant de lancer cet épisode, je vous présente notre sponsor QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française et le service client est basé en France. En description, QuickBooks vous offre moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Un grand merci à eux de soutenir ce podcast. Bon visionnage. Eh bien, on va pouvoir commencer notre petite discussion manuelle. Je suis très content de t'avoir dans Serial Entrepreneur. Merci. Comment est-ce que tu vas ? Je vais très bien, et toi ? Super, pleine forme. On est fin juillet, c'est cool, il fait beau, ça fait plaisir. Je commence toujours mes podcasts par le parcours. Et une question qui revient fréquemment, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris ? Quel a été un peu le déclic ? Je sais que c'est arrivé très tôt, mais qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es lancé ? Moi, dans mon cas, c'était assez facile comme décision parce que ce métier n'existait pas, en fait. Donc, j'ai fondé l'agence quand j'avais 18 ans. C'était à la fin des années 90, donc ça date un peu maintenant. Et les métiers du web n'étaient pas structurés. On oublie, mais à cette époque, Twitter n'existe pas, Google n'existe pas, etc. Donc, tu vois, c'est une autre époque. Et je suis sûr qu'il y a des tonnes d'entrepreneurs du numérique qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent « Attends, c'est bizarre. Il n'y avait pas que le Minitel à cette époque. Ouais. » Non. Donc, en fait, j'ai entrepris parce que je n'avais pas le choix. Parce que si je voulais faire ce métier, il fallait le créer et l'inventer. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et après, il se trouve que ça correspond assez bien à mon caractère. Qu'est-ce qu'on fait quand on entreprend dans le web en 1997 ? Sans rentrer dans les détails, tu vois. En fait, c'est un peu comme la ruée vers l'or. C'est-à-dire que tu te dis, ah tiens, il y a des gens qui ont découvert une mine d'or. Beaucoup se disent soit je vais faire partie des gens qui vont aller creuser, soit je vais faire partie des vendeurs de pelles. Moi j'ai fait partie des vendeurs de pelles parce que je me suis dit qu'il y avait plein de gens qui voulaient creuser et donc on a commencé à vendre des sites web et on a été une des premières agences web du secteur en France et en Europe à cette époque. Ouais, on revient un peu la même chose avec le Web 3 finalement. Exactement. Ces derniers temps. Exactement, mais le numérique c'est comme la mode, c'est un éternel recommencement. Exactement. En fait. On va accélérer sur ton parcours parce que c'est vrai que tu as un parcours extrêmement riche où effectivement tu cofondes groupe Reflect en 1997 qui sera ensuite racheté et renommé Emakina, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et finalement Emakina en 2019 va créer une agence d'influence, de gestion de talent. Et c'est vraiment ce dont on va parler dans cet épisode, de comment est-ce que vous avez créé cette agence et qu'est-ce que vous faites au sein de cette agence et comment vous vous différenciez des autres agences un peu plus traditionnelles, on va dire, sur la gestion des talents. Parce que c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, on va dire sur les 10 dernières années où vraiment tous ces talents ont émergé finalement à travers le web. Donc c'est créé en septembre 2019 et je crois que c'est via une rencontre. La rencontre avec Romain Lannéry. Exactement. Est-ce que tu peux me parler de cette rencontre ? En fait, l'histoire, elle est assez simple. Et tu dis agence, et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, parce qu'on n'est pas vraiment une agence. L'histoire est assez simple. Nous, depuis presque 25 ans, on conseille des marques sur leur stratégie globale. Stratégie de marque, stratégie des moyens et leur stratégie numérique. Voilà, ça, c'est notre travail depuis des années. Et en discutant avec nos clients, on se rend compte que on construit leur site web, leur site marchand, leurs applis mobiles, leur stratégie magasin, etc., etc. Et ils utilisent l'influence comme un des leviers de trafic pour créer du trafic sur leurs assets numériques. Et ils nous disent l'influence, ça marche moyen. Mais des grosses marques, des grosses marques et on entend ça de façon unanime dans plusieurs pays, etc. Et on creuse avec eux, on leur dit qu'est-ce qui ne va pas ? Et en fait, on se rend compte que entre ce qu'ils veulent faire avec l'influence et leur plateforme de marque à eux, et l'influenceur lui-même, il y a des tonnes d'intermédiaires dans la chaîne. Et de l'autre côté, à ce moment-là,
j'ai un type que je ne connais pas qui m'envoie un message sur Facebook et qui me dit tiens, je suis un jeune youtubeur, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Je fais l'histoire courte. Oui. Et c'est Romain, Lanieri. Et je rencontre Romain, et là j'entends un autre discours qui est de dire, nous influenceurs, nous créateurs de contenu, on a l'impression d'être très loin des briefs des marques, d'être sollicité au dernier moment, qu'on nous confond avec des panneaux publicitaires, etc. etc. Et là, comme tout entrepreneur, tu te dis, il y a des frustrations des deux côtés, donc il y a forcément un marché quelque part, et on décide de creuser la question. Et justement, on décide de créer une activité qui n'est pas une activité d'agence, mais qui est une activité d'agent, ce qui est assez différent, puisqu'on redonne un peu ces lettres de noblesse à un vieux métier qu'on a appelé dans le cinéma ou la musique le métier d'impresario. Et nous, on décide de prendre une position d'accompagnateur des talents, des créateurs, au service des marques, et pas du tout d'agence qui va essayer de parler à toutes les marques du marché et leur faire des stratégies de campagne, etc. Il y a des tonnes d'agences qui font ça sur le marché, qui le font en général plutôt bien, mais nous, c'est pas du tout notre positionnement. Nous, on choisit très précisément, avec beaucoup d'exclusivité, les talents qu'on représente, et on va travailler à la gestion de leur carrière et au développement de leur carrière. Et un des facteurs qui est important pour eux en règle générale, c'est comment ils se développent à travers le temps, mais aussi comment on gère une carrière éphémère. On ne peut pas être créateur pendant 30 ans. Donc la question, c'est comment j'utilise cette période où ma création fonctionne, j'ai une communauté avec laquelle j'ai un vrai lien de confiance qui s'installe, et comment je vais structurer mes activités autour de ce moment de succès, mais aussi comment je vais gérer l'après, un peu comme les sportifs. Ils savent qu'ils ont une durée de carrière et qu'il va falloir aussi gérer l'après-carrière. Et en fait, c'est notre travail, nous, d'agents, de prendre des talents, de les développer, de les amener au summum de ce qu'ils savent faire, et aussi de diversifier leurs revenus et de les aider à gérer leur patrimoine et leur stratégie de revenus. Et d'en faire de vrais entrepreneurs finalement, parce qu'effectivement, ils démarrent sur de la création de contenu. Au départ, on ne visualise pas qu'on peut générer de l'argent en créant du contenu. Et ensuite, ça vient, entre guillemets, naturellement, parfois de manière surprenante. Mais justement, vous les accompagnez sur toute cette phase, en fait. Oui, c'est ça. Et puis aussi, parce que ce marché, il a été très trusté, le marché de l'influence. Il a été très trusté par des agences... plutôt par des régies, en fait. Les acteurs prédominants, quand on regarde à l'échelle internationale, peut-être l'Angleterre et les États-Unis mis à part, ce sont des acteurs qui viennent du monde de la régie publicitaire et qui ont intégré une dimension influence à l'intérieur d'une activité de régie. Et ça, c'est une approche qui, on va dire, a défriché le marché de la création et de l'influence pendant quelques années, mais qui, je pense, est désormais révolu. Aujourd'hui, les créateurs attendent d'autres choses, attendent d'être considérés différemment. Ils connaissent leur impact, ils savent le quantifier. Ils veulent une relation plus proche avec la marque, avec moins d'intermédiaires, qu'on les achète un peu moins au kilo. C'est pas des kilos de viande chez le boucher. Donc, il n'y a pas que les vues, que le nombre d'abonnés, que les critères quanti qui vont compter. Il y a aussi une question d'association d'images, il y a aussi une question d'endorsement, etc., etc. Et on est de plus en plus dans une collaboration, voire des contrats d'égérie pour certains créateurs, en association d'images avec certaines marques. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait pour les gens qu'on représente. Toi, on n'en a pas parlé, mais tu es entrepreneur, mais tu es aussi créateur de contenu. Ouais, alors gentiment, quand même. Gentiment, mais quand même, tu as quand même publié pas mal de podcasts, pas mal de vidéos. Tu t'es testé sur plusieurs formats. Qu'est-ce que tu as appris à travers cette création de contenu ? Parce que du coup, tu as testé aussi, tu vois, sur le terrain, quoi. Mais en fait, ce que tu décris, c'est mon ADN d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire des choses que je ne comprends pas. Quand j'ai créé l'agence, moi, je viens du code, je viens du développement à la base. Et j'avais besoin de comprendre ça pour créer l'agence. Fort heureusement, pour le succès de l'agence, j'ai pas codé très longtemps. Mais ça a été pareil pour Influx. Influx, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que c'était que de créer du contenu régulièrement, que de publier des vidéos régulièrement, que d'écrire régulièrement ou de faire un podcast régulièrement. Donc, j'ai fait moi-même. Et d'ailleurs, nous, agences, on conseille les marques d'avoir du contenu, de fabriquer du contenu, d'engager avec leurs audiences. Mais quand tu regardes le milieu des agences,
il n'y a pas beaucoup de patrons d'agence ou d'agences elles-mêmes qui fabriquent du contenu. Donc elles prescrivent des solutions qu'elles ne mettent pas en œuvre elles-mêmes. Donc cette phase-là, où j'ai lancé ma chaîne YouTube, où je parlais d'entrepreneuriat, etc., où je publiais pas mal de vidéos, 2-3 épisodes par semaine, etc. C'était aussi une phase pour moi pour comprendre ce que vivaient les créateurs. Pas tellement pour être un créateur moi-même. Aujourd'hui, je fais des podcasts avec Romain et Léo Duff. C'est notre cours de récré dans laquelle on parle d'entrepreneuriat. C'est cool. Et j'envoie une newsletter par semaine à une communauté qui aime l'entrepreneuriat et prendre un peu de distance sur les choses qui les entourent et les questions qui se posent. Et c'est très cool. Moi, je suis très content de revenir au format écrit, qui est un format que j'aime beaucoup. Ouais. Et justement, ce bac à sable, tu vois, on va dire de création de contenu, qui t'a permis de tester, c'est aussi ça du coup qui t'a permis un jour de recevoir un message de Romain, qui lui était youtubeur. Bien sûr. Et d'être repéré entre guillemets, et que lui il vienne te contacter justement en tant qu'entrepreneur et te dire, ok, là il y a une problématique, il y a peu ou pas d'acteurs sur ce positionnement. Est-ce que tu peux nous aider finalement, tu vois ? Là, en fait, j'ai tout de suite compris ce qu'il me disait. Ouais. Parce que moi-même, mais piètrement, je vivais un peu son quotidien. C'est-à-dire, au-delà de publier des épisodes, au bout d'un moment, tu es là, tu te dis, bon, alors c'est quoi le prochain thème ? Comment j'use pas la corde sur laquelle je suis positionné ? C'est quoi une stratégie éditoriale ? Comment j'essaye de faire des choses qui engagent l'audience, qui les font réagir, etc. Donc, en l'ayant vécu, j'ai tout de suite compris ce que Romain me disait. Et en fait, je pense que la chance n'existe pas, en fait. La chance, elle se provoque, mais elle n'existe pas en tant que telle. Et effectivement, tu as raison de souligner que si j'avais pas fait ces vidéos ou si je m'étais pas rendu visible à ce moment-là, Romain m'aurait jamais écrit. Et donc, cette opportunité n'aurait pas existé. Ou, à contrario, si j'avais pas fait cette chaîne YouTube, etc., les marques qui étaient clientes chez nous se seraient pas dit, ah tiens, eux, vraisemblablement, ils savent un peu mieux de quoi il s'agit quand il s'agit d'influence, parce qu'ils ont des gens chez eux et leur fondateur qui lui-même publie du contenu. Donc, a priori, ils savent de quoi ils parlent. Donc, si on doit laisser un message à ceux qui nous écoutent, c'est que même si vous faites mal, même si vous faites de façon amateur, même si vous n'avez pas le matériel, etc., faites, parce que c'est en faisant qu'on apprend. C'est pas en y réfléchissant. Exactement. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs qui passent leur vie à inventer une forme de réalité qui n'existe pas. C'est pour ça que je dis souvent que le premier soft de réalité augmentée, c'est Excel pour les entrepreneurs. Ils simulent leur business, ils simulent leur BP, mais en attendant, ils font pas de proof of concept, ils font pas de bêta, ils n'ont pas de retour utilisateur. Il faut sortir d'Excel pour faire des protos. Ça apprend plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la création de contenu, qui, à un moment donné, attendent aussi d'avoir la légitimité de le faire. Et en fait, cette légitimité, tu vas l'acquérir en créant, justement. Et tu vois, ce podcast-là, sur Serial Entrepreneur, quand je me suis lancé, j'avais aucune expertise en audio, j'avais aucune expertise en interview, j'en avais jamais fait. J'avais 19-20 ans. Si je m'étais jamais lancé, j'aurais jamais créé toutes ces opportunités, toutes ces rencontres, et clairement, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tu vois, à ma petite échelle de podcasteur. Mais tu vois, c'est vraiment en créant et en créant à multiples reprises, tu vois. Vraiment tester. C'est exactement ça, en fait. Entreprendre, c'est un peu faire du vélo, quoi. C'est-à-dire, quand tu fais du vélo, c'est la vitesse qui compense la chute. Mais la réalité, c'est que tu es toujours en train de tomber. Et ton entrain, ta passion va te donner de la vitesse et ça va t'empêcher de tomber. C'est exactement ça. Et il y a beaucoup de créateurs qui viennent avec des super idées, des super slides, des super BP, avec cette obsession de lever de l'argent même quand ils en ont pas besoin, ce qui est un truc qui a tendance à m'énerver beaucoup. Et des fois, tu as envie de leur dire, mais fais un vrai proto, mets des trucs en ligne, vois comment les gens réagissent. Aujourd'hui, le coût pour faire un proto est quand même beaucoup plus bas qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est clair. Et en fait, ils peuvent pas me le raconter à moi. Parce qu'il y a 25 ans, je sais qu'il n'y avait pas de développeurs, que c'était compliqué, qu'il fallait faire soi-même, ou que le peu qu'il y avait coûtait très cher parce qu'ils étaient sursollicités, etc., etc. Aujourd'hui, pour faire un proto, il y a des tonnes de solutions. Et il y a des tonnes de gens formés. On a
Alors, malheureusement pas assez, mais parce que notre industrie consomme beaucoup de compétences et de gens disponibles, mais il n'y a jamais eu autant de gens formés aux technologies du numérique aujourd'hui. Et donc, c'est facile de trouver des freelances qui vont partager ton projet et t'aider à le démarrer. Et puis, si en tant qu'entrepreneur, tu n'arrives pas à convaincre des gens de te rejoindre dans ton aventure, c'est pas bon signe, parce que ton job d'entrepreneur, c'est de convaincre des gens. De futurs actionnaires, des clients, tes collaborateurs, tes partenaires, tes fournisseurs. Tu passes ta vie à convaincre. Donc, si tu sais pas convaincre deux freelance pour faire un proto avec toi, sincèrement, fais autre chose. Ouais, et comme tu dis, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de publier un contenu ou un projet et de le rendre accessible au monde entier. C'est effectivement, versus il y a 15-20 ans, aujourd'hui, pour quelques dizaines d'euros, même gratuitement, enfin, on peut très facilement bien sûr. Mettre en lumière un projet, quoi. Et pour revenir à eMakina Influx, les premières étapes un peu, quelles ont été un peu les premières étapes de création et même pour toucher aussi les talents, les différents talents que vous avez eus lors de ces premiers mois? En fait, on a démarré avec Romain, on a passé du temps à regarder... à tester notre business model, à tester notre position d'agent, à expliquer au marché qu'on n'était pas une agence, qu'on n'allait pas piquer le job des agences qui était de conseiller les marques sur le bon casting et la bonne stratégie de communication. Ensuite, on a des talents qui nous ont rejoints assez rapidement. Je pense à Léo Duff qui nous a rejoints très vite, mais aussi Alexandre Calves et d'autres. Et on a scalé petit à petit ce modèle, testé des choses, regardé comment il fallait structurer ce métier pour être un bon agent, sachant qu'il y a en fait, cette référence n'existait pas sur le marché. Donc, on a testé une organisation interne, on a trouvé les piliers qu'il fallait. Chez nous, il y a 3 piliers importants qui sont l'agent artistique, qui va parler... avec le talent de sa carrière, de ses choix créatifs et de ses choix structurants de business model. Ensuite, tu as les brand managers, les gens qui vont faire l'interface entre les agences et les marques et le talent et négocier les contrats. Et ensuite, tu as le delivery qui va suivre la qualité de delivery et qui va accompagner les créateurs pour que le delivery soit de bonne qualité. Ça, on a mis du temps à trouver les bons process, le bon équilibre, la bonne automatisation. Et puis, parce qu'on ne débute pas totalement, on a tout de suite conçu l'agence pour qu'elle soit tout de suite dans des dispositions internationales. Donc, tu vois, on travaille en anglais, on amène les talents à avoir des préoccupations internationales, à internationaliser leur contenu, etc., etc. Parce qu'on sait que l'avenir va passer par là et que quand on parle de créateurs et d'influence, on ne peut pas se limiter à un seul marché. Donc ça nous a pris du temps. On l'a fait avec notre ADN, c'est-à-dire discrètement, mais hyper sérieusement. Et en fait, nos clients ont été nos premiers ambassadeurs parce qu'ils ont vu la différence avec ce qu'on leur proposait par ailleurs sur le marché, chez les acteurs traditionnels de l'influence qu'on connaît tous. Ouais. Et ils se sont dit, ah bah tiens, le même projet, la même marque, mais avec les talents gérés par Influx et avec la méthode d'Influx, j'ai vachement moins d'emmerdes, vachement moins d'itérations, c'est beaucoup plus rentable. Tiens, comment on fait pour grandir, faire plus grand, etc., etc. Et la machine s'est lancée comme ça. Et souvent, une question qu'on nous pose, c'est comment vous recrutez vos talents. C'était ma question d'après. Ah merde. Non, t'inquiète. Désolé. Et en fait, on a choisi très vite et très tôt de ne pas être une agence exhaustive. On ne veut pas avoir le plus grand catalogue de talents du marché. On veut représenter les talents en exclusivité parce qu'on veut être dépositaire de leur stratégie à long terme et avoir une relation étroite avec eux. Et cette exclusivité permet de s'engager, d'engager des moyens et de ne pas attendre de la rentabilité à court terme et de ne voir les talents que comme des sources de revenus, mais de les voir vraiment comme des créatifs que tu développes dans le temps.
Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que tu peux pas candidater, si tu es créateur, chez Influx. Ça marche pas comme ça. Alors on reçoit des tonnes de DM, des tonnes d'emails de créateurs qui nous disent comment on peut être représenté par Influx, comment on peut bosser avec vous, etc. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. On a une réponse assez standard. L'autre sens. Exactement. On emploie des scouts, comme dans la mode, comme dans la musique, comme dans le cinéma, qui repèrent des talents qui sont en phase avec notre stratégie commerciale, les marques qu'on représente, les enjeux géographiques et de marché qui sont les nôtres, et on va essayer d'aller trouver ces talents-là, et on va engager des conversations avec eux pour voir si on peut être un bon agent pour eux, mais c'est plutôt nous qui les scoutons. Ouais. Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais bien revenir. Le premier, c'est effectivement, c'est intéressant sur la partie internationalisation des talents, parce qu'effectivement, aux États-Unis, on voit de plus en plus de créateurs américains qui traduisent leur contenu en français et qui du coup touchent une nouvelle audience qui est toute la francophonie finalement. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on ne voit pas encore trop ça du côté des créateurs français. Et pourtant, le potentiel est fou, en fait. Là, il va y en avoir un de chez nous qui est très connu sur le marché français, qui fait des vidéos qui font des millions de vues à chaque épisode, etc. Et qui se lance sur le marché anglo-saxon. On a mis toute l'organisation et on fait un vrai doublage voix. Oui, il y a du vrai. Voilà, c'est pas juste une traduction texte. C'est pas des sous-titres. Voilà. Ça, c'est vraiment le B.A.-ba. Ils ont pas besoin de nous pour ça. Non, mais choisir parmi leurs épisodes ceux qui vont marcher sur ces marchés-là, comment on les réécrit, mais comment on les interprète à l'oral, comment on double leur voix efficacement pour le marché américain, exactement comme au cinéma. Quelle va être leur personnalité sonore sur un autre marché. Voilà, c'est des éléments très importants. Et l'autre sujet, c'était, tu as lâché une punch dans un média qui est Siècle Digital fin 2021 sur le comparatif avec les agences tradi. Tu as dit, on achète de l'influence comme on achète une campagne d'AdWords. Et je trouvais ça hyper vrai, en fait, où effectivement, les influenceurs sont traités par les agences comme effectivement des chiffres, en fait, sur des lignes de chiffre d'affaires, de business, etc. Ça me fait mal. C'est terrible. Ça me pique à chaque fois. C'est exactement ça, en fait. Malheureusement, alors on va pas mettre tout le marché dans le même paquet, toutes les marques dans le même paquet, mais on va dire que l'influence reste quand même un segment assez jeune dans l'industrie de la communication. Comme tous les segments naissants, il y a eu à boire et à manger. Donc il y a eu des créateurs qui ont fait n'importe quoi, qui ont abusé sur les tarifs, la performance, le sérieux, ce qui n'a pas aidé le marché B2B à faire confiance à l'influence. A contrario, il y a aussi eu des agences qui ont fait n'importe quoi, qui ont pratiqué des tarifs fous et qui ne distribuaient pas cette valeur aux créateurs, mais qui prenaient des commissions énormes pour faire finalement assez peu de choses. Donc je pense que la fin de la récré a sonné, que ce marché il est en train de devenir mature, qu'il doit être transparent. On doit savoir combien la marque dépense, on doit savoir ce qui revient au créateur, on doit savoir ce que l'agent qui le gère prélève comme commission pour gérer ce créateur au long cours et mettre autour de lui tout un tas de staff qui lui permet de travailler avec beaucoup plus d'aisance qu'il ne le ferait seul. Et avec cette transparence-là, on peut travailler. Et on va enfin cesser de traiter les créateurs comme des éléments uniquement de performance, comme des AdWords ou comme des banners ou comme des campagnes de pub. Et aujourd'hui, un créateur, c'est pas ça. Quand tu t'associes à un Guillaume Play, un Alexandre Calvez ou un Romain ou un Léo, il y a une association d'images dans le budget. Dans le budget, il n'y a pas que le nombre de clics et de liens traqués. Il y a aussi la valeur d'image de ces gens-là. Quand Omega choisit de payer pour être la montre de James Bond, ils ne regardent pas combien ils vendent de montres à la fin d'une nouvelle sortie de James Bond. Non, ils regardent à l'échelle de 3, 4, 5, 10 ans comment ça fait évoluer leur notoriété, comment ça installe leur marque dans un univers, comment cet univers de marque sert la marque elle-même à long terme, etc. Et donc, cette association d'images, elle a de la valeur au-delà de la perf. Donc il faut arrêter d'acheter les créateurs que pour la perf. Ouais, c'est pour ça que je voulais revenir sur cette punch, parce qu'elle est vraiment... elle montre effectivement le
niveau de respect que certaines agences ont vers l'influence, tu vois. Effectivement, ça mène à des débordements sur la télé-réalité, le dropshipping, tout ça, et faire du contenu discount, tu vois. Non, mais moi, j'appelle pas ça des créateurs, hein. Sincèrement. Non, c'est clair. Je vais être vulgaire, mais bon, moi, je suis connu, enfin, je suis connu pour pas mâcher mes mots, mais pour moi, qu'il y ait des gens de la télé-réalité qui ensuite utilisent leurs réseaux sociaux pour continuer à faire du business, à installer une notoriété, etc., très bien. Mais je passe ma vie à dire aux créateurs, connu, c'est pas un métier. Voilà. C'est peut-être la conséquence de quelque chose, d'une compétence, d'une expertise, même si c'est une expertise d'entertainment, de divertissement, etc., peu importe. Mais connu, c'est pas un métier. Donc il faut arrêter de venir nous faire chier avec les créateurs de la télé-réalité qui n'en sont pas, qui sont juste des doueurs d'audience. Ce que les boîtes de prod de la télé ont très très bien compris, hein. Ils les achètent comme des doueurs d'audience parce que eux, ils sont scorés sur la quantité d'audience qu'ils vont faire par le diffuseur qui a acheté ce concept de télé-réalité. Donc eux, ils ont très très bien compris. On sait qui est la mère Macrel, on sait qui est la prostituée dans cette affaire. Donc ce jeu à la télé est très clair. Mais il faut arrêter de penser que c'est ça être créateur. C'est pas ça être créateur. Et ça fait pas du bien aux vrais créateurs de contenu qui sont depuis des années sur YouTube à faire du contenu régulièrement, à se casser la tête, à faire du contenu original, des formats différents de ceux de la télé, installer un vrai lien de confiance avec leur communauté, etc. D'autant qu'en ce moment, dans le YouTube Game, il y a une surenchère sur la qualité des prods qui est absolument ahurissante. Je sais pas si tu as vu la vidéo d'Inoxtag où il part sur l'île, ou la vidéo de Michou où il part en Afrique récemment avec Action contre la faim, etc. Tu regardes les qualités de production, c'est des qualités de production télé. Exactement. Et pour rejoindre ce sujet, il y a une petite partie qui m'intéresse sur le site internet d'Influx. Il y a deux encarts. Pourquoi faire appel à nous et pourquoi ne pas faire appel à nous. C'est le deuxième encart qui va m'intéresser. Je vais relire une toute petite partie. C'est si vous voulez faire du buzz, si tout ce qui vous intéresse consiste à vous payer une tête d'affiche à la mode que seuls vos enfants connaissent et encore, si vous pensez que les millions de vues comptent plus que tout, peu importe qui vous regarde, si vous pensez qu'on peut faire travailler des créatifs en les enfermant dans une prison dorée, et en fait ça résume ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que en fait direct vous mettez un panneau, ok, si vous rentrez dans cette case-là, ne nous contactez pas. Exactement. Et on l'assume, on le dit, et on l'écrit même sur notre site internet. On dit voilà, si c'est ça que vous cherchez, mais surtout ne nous appelez pas. Voilà. Et on est très content que vous nous appeliez pas d'ailleurs, parce que c'est absolument pas ce qu'on fait. Et moi, je n'ai pas de jugement de valeur. J'ai aucun problème à acheter un McDo de temps en temps ou aller dans un resto étoilé. Mais il faut savoir à un moment ce qu'on fait. Si un chef étoilé veut faire du fast-food à l'échelle et sur les volumes du fast-food, il va avoir du mal. Si McDo veut faire du 3 étoiles Michelin, ils vont avoir du mal. Donc à un moment, il faut être clair. Nous, on sait ce qu'on fait. On veut représenter des créateurs exclusifs, on veut représenter des créateurs qui sont passionnés et qui ont une expertise, et on ne veut pas faire du gros volume et du fast-food. C'est pas ça qu'on veut faire. Et ça, c'est hyper important, et ça garantit aussi aux marques qui travaillent avec nous que le casting va être parfait, parce que nos créateurs, on les connaît par cœur. Et on y croit tellement que depuis cette année, on a lancé ce qu'on appelle une junior track, où nos scouts vont chercher des petits créateurs, mais des gens qui sont qui ont, tu vois, peut-être moins de 100K sur TikTok, autour de 50, 100K sur Insta, etc., tu vois, qui sont naissants, on va dire. Et on a créé un vrai junior programme avec une junior academy où on les accompagne, on les professionnalise. On leur apprend ce que c'est que ce métier, on leur donne des bases dans la communication, nos planeurs stratégiques, nos chefs de projet, nos agents passent du temps avec eux pour aussi les rendre beaucoup plus professionnels vis-à-vis de leur approche du métier et les aider à sortir du lot. Et c'est un contrat sur 3 ans et on leur dit, voilà, si dans 3 ans t'es pas passé pro, ton contrat se terminera parce que ça veut dire qu'on n'y sera pas arrivé. C'est comme dans le sport, c'est un centre de formation. C'est exactement l'équivalent. Et d'ailleurs, j'ai reçu des parents avec leurs enfants parce que
souvent, les scouts me castent des gens qui sont très jeunes, en fait. Voilà. Parce que la créativité n'a pas d'âge, donc... Bien sûr. Et surtout, le talent surtout ces dernières années. Et on en voit de plus en plus qui sont hyper matures dans leur passion et leur créativité, et très tôt. C'est surprenant, d'ailleurs. Ouais, non, c'est clair. On va passer à un sujet qui nous a tous touchés en 2020, c'est la pandémie. Et j'aimerais un peu... c'est une question que j'ai rajoutée dans les derniers épisodes, c'est quel a été l'impact de la pandémie sur ton business? Est-ce qu'il a été positif ou est-ce qu'il a été négatif? Ou est-ce qu'il y a eu un peu des deux? Alors, il a été positif sur le plan du business pur et dur, parce que quand, dans le monde réel et analogique, les magasins ferment, nos déplacements sont contraints, on ne peut plus se voir, le seul lien qui nous reste est un lien numérique. Donc, nos clients, nos marques, avait comme préoccupation principale d'avoir un service numérique le plus efficace possible. Donc il y a eu une montée en puissance et en attente très très forte chez nos clients sur comment mon site web monte en puissance, comment j'invente de nouveaux services, comment mon service client monte en puissance, comment je réponds à mes clients H24/7 alors qu'avant je leur répondais aux mêmes horaires que mes boutiques, comment je fais en sorte de continuer à vendre des produits alors que mes magasins sont fermés, etc., etc. Donc il y a eu pour nous une explosion des demandes de nos clients puisque leur réseau de distribution classique était, lui, fermé ou très handicapé. Après, sur le plan de l'entreprise, il se trouve que chez nous, on pratique déjà le work from anywhere depuis presque 10 ans, en fait. Donc, il n'y a pas eu de choc culturel puisque nos collaborateurs pouvaient déjà... 3 jours par semaine, travailler où ils voulaient. On a même des collaborateurs qui ne sont pas rattachés à un bureau, qui sont vraiment des travailleurs en remote, etc. Donc il n'y a pas eu de choc culturel. Par contre, je comprends que dans beaucoup de boîtes, ça a remis en cause des process, ça a remis en cause des habitudes, ça a demandé à des boîtes de se réinventer, voire de se doter d'outils qu'ils n'avaient pas. Mais la réalité, c'est que le Covid a été le meilleur Chief Digital Officer de toute l'industrie. Tout ce que les CDO ont dit ces 5, 6, 7, 8 dernières années, en fait, le Covid l'a rendu réel par la force des choses. D'ailleurs, ça fait relativiser sur l'efficacité des CDO parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et au final, c'est la contrainte qui a obligé les boards ou les CEO à rénover les processus et les habitudes de leur boîte. Bon, c'est un peu ennuyeux sur notre capacité à emmener des gens dans la façon de penser l'entreprise de demain. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Après, sur le plan social et humain, ça fait quand même du bien de se recroiser, de se revoir, de voir des humains, d'avoir la chance de pas faire ce podcast dans un Google Meet, mais l'un en face de l'autre. C'est quand même un peu cool. C'est clair. Mais oui, pour revenir à ce que tu dis, la pandémie, en fait, a fait un bond de 10 ans en termes de transfo numérique, quoi. Derrière tout ça, en fait, ça a accéléré toutes les pratiques des entreprises traditionnelles qui pataugeaient dans leur état d'esprit vieillissant, quoi. Mais c'est fascinant pourtant parce qu'ils étaient assommés de rapports qui leur disaient l'avenir de la boîte c'est ça, l'avenir du travail c'est ça, le travail. Tu vois, moi-même je l'ai dit dans plein d'interviews, mais des white papers, etc. Je disais, le travail n'est pas une géographie, le travail c'est un état d'esprit, c'est une relation avec les gens, ça n'a pas besoin forcément d'être des gens dans le même bureau, etc., etc. Mais il n'empêche que c'est la contrainte qui les aura fait bouger. Et comme souvent dans l'histoire. Exactement. et dans l'échelle des nations, nous en Europe du Sud, en France, on est plutôt de ceux qui bougent plus par la contrainte que par l'enthousiasme sur l'opportunité. Et ça devrait nous faire réfléchir. Exactement. Et face au Web3 ou à la blockchain en particulier, où il y a encore des gens qui regardent ça en se disant c'est un gadget, c'est un autre Second Life, etc. Je suis d'accord, le modèle n'est pas encore solide, je suis d'accord, on n'a pas encore trouvé. Mais si on ne joue pas avec, si on n'apprend pas à jouer avec cette pâte à modeler, il n'y a aucune chance qu'on découvre un truc avant les autres. Donc à un moment, il faut s'emparer des choses et il faut arrêter d'être sous la contrainte, sinon on sera toujours en retard. Puis il faut aussi arrêter d'émettre des jugements sur des choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas aussi, tu vois. Bien sûr. Les gens qui disent que le Web3 n'a aucun avenir, c'est aussi parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout le sujet. Donc, oui, que ça leur fait peur, tout simplement. Exactement. Donc,
Pour finir avec Influx, avant de passer à la partie bilan, est-ce que tu peux me donner un peu les objectifs futurs pour Influx? Est-ce qu'il y en a des objectifs futurs ou est-ce que ça... Bien sûr, il y en a. Bien sûr. Écoute, dans les 12 à 16 mois qui arrivent, on veut représenter les meilleurs talents français. Ceux qui nous semblent parler à notre cœur, parler à notre stratégie. Alors ça, c'est totalement subjectif. Puisque forcément il y a un choix là-dedans. C'est quand tu es agent, tu représentes des gens que tu as choisis, il y a une espèce de choix mutuel, etc. Mais voilà, on va continuer à étoffer et je pense surprendre le marché à la rentrée et à l'automne cette année avec de nouveaux talents qui sont en train d'arriver à l'agence. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on aide ce marché à trouver de meilleures façons d'interagir avec les créatifs de génération numérique, parce que pour moi, c'est des créatifs. On connaissait les créatifs en agence de communication, en agence de pub. On sait comment ils travaillent, on sait quel est le business model. On connaissait pas très bien les créatifs de l'audience, c'est-à-dire les créatifs de la génération YouTube et des réseaux sociaux. Ça y est, c'est en train de s'installer. On a trouvé une façon de travailler, des process de travail qui amènent de l'efficacité et de la performance, sans dévoyer le positionnement des créateurs et leur indépendance de positionnement, d'état d'esprit et créatif, tout simplement en fait. Et ça, je pense que ça va changer un peu les choses. Et puis... très bientôt de l'internationalisation et des annonces sur de l'internationalisation, oui. Donc du lourd. Voilà. En résumé. Voilà, on va essayer d'installer les choses un peu différemment et de le faire différemment et de se battre pour les gens qu'on représente. Voilà. Okay. On passe à la partie bilan avec 2 petites questions sur cette aventure en particulier. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure entrepreneuriale pour toi? Pour Influx ou en général? Pour toi, personnellement. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une grande phase d'introspection. En fait, tu vas te faire face, tu vas pas pouvoir te mentir, parce que les gens autour de toi agissent comme des miroirs. En fait, ils te renvoient tes peurs, tes forces, tes faiblesses, tes lâchetés, et ça pardonne pas. Et si tu n'es pas prêt à être lucide face à toi-même et à trouver que chaque chose négative, chaque inconvénient, chaque déconvenu est en réalité une occasion de faire différemment, eh bien, faut pas faire ça. Il faut faire autre chose. Et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. On a besoin de numéro 2, de numéro 3 dans des boîtes et de numéro tout ce que tu veux. Mais entreprendre, c'est se jeter dans le vide et apprendre à voler pendant la chute. C'est exactement ça. C'est accepter l'inconnu, accepter de faire de l'inconnu une opportunité en ne sachant pas encore quelles vont être les solutions et en étant conscient du danger pour toi et pour les autres, parce que les gens qui te font confiance, qui sont dans tes équipes, te suivent aussi relativement aveuglément et tu dois avoir le sens de l'intérêt collectif plus que de l'intérêt individuel. Ouais. Donc tous ces éléments combinés, c'est ce que j'ai le plus appris sur moi ces 25 dernières années. Donc il faut suivre son intuition, mais tout en prenant en compte tout ce qui gravite autour. Oui, et en étant fact-based, en étant pas entêté, mais en essayant de regarder ce qui produit de la valeur, ce qui n'en produit pas, en n'essayant pas de s'accrocher à des vues de l'esprit qui ne se vérifient pas sur le marché, etc. etc. Donc il faut à la fois des convictions et la rigidité de la vision et de la conviction, et en même temps la souplesse de la réalité, des faits et des datas. Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ? De quoi je suis le plus fier ? Je pense de voir des équipes qui prennent du plaisir à faire ce qu'elles font et de le faire
à une échelle internationale. Aujourd'hui, Imakina est dans plus de 50 pays. C'est devenu très gros et colossal. Plus de 900 collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises. Non, ces chiffres sont datés parce que maintenant, Imakina fait partie d'EPAM. Donc, c'est 60 000 personnes à peu près dans le monde. On est loin. Et donc... oui, je suis fier de voir que on est un acteur reconnu de son marché à l'échelle internationale, avec des équipes d'experts qui sont d'un niveau incroyable. Moi, je suis subjugué tous les jours quand je fais des réunions internes sur le niveau d'expertise des gens qui sont dans les équipes, et surtout de voir qu'ils font ce travail avec... beaucoup d'abnégation, mais aussi beaucoup de plaisir, beaucoup d'exigence et aussi beaucoup de bienveillance. Donc, à la fois le niveau d'exigence, mais aussi la décontraction dans laquelle on le fait, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir. C'est de voir des gens qui ont changé leur destin, même personnel, par leur travail. Ça, c'est ce qui rend, je pense, c'est ce qui me rend le plus heureux en tant qu'entrepreneur, c'est de voir des gens qui, par leur travail, ont changé leur trajectoire sociale, leur niveau d'ambition, leurs opportunités dans la vie. Et aussi le fait de commencer un projet créé à 18 ans à faire partie d'un groupe de plus de 60 000 personnes et 60 000 vies derrière, finalement. Exactement. C'est des familles, c'est des gens qui se challengent tous les jours et qui visent tous les jours un peu plus haut. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Les rencontres, c'est un sujet extrêmement important dans la vie et même dans l'entrepreneuriat aussi. Est-ce que tu peux me citer une rencontre en particulier ces dernières années qui t'a permis, on va dire, de franchir un cap? C'est dur de faire un choix parce que j'ai eu la chance de croiser plein de gens qui m'ont impacté en fait. À la fois dans la vie publique, des dirigeants politiques aux plus hautes fonctions, où j'ai vu ce que c'était que le poids des responsabilités. On a tendance à bâcher souvent nos dirigeants politiques, mais sincèrement, encore plus en ce moment et dans la crise, des fois, il faut juste s'arrêter 2 secondes. Moi, j'adore entreprendre, mais j'aimerais pas être à leur place. Parce que de toute façon, il n'y a que des coups à prendre, et dans beaucoup de cas. Et j'ai vu des gens véritablement incroyables s'échiner à servir leur pays, à servir la nation, à essayer de prendre les meilleures décisions, y compris je cite la sphère politique, mais je pourrais citer la sphère militaire, etc., etc. Mais aussi des entrepreneurs fous, avec des visions incroyables. Sébastien Bazin chez Accor, François-Henri Benamias chez Audemars Piguet. Voilà. Mais une des rencontres qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus impacté, parce qu'elle a contribué à mon œil, à l'éducation de mon œil au beau, l'esthétisme. Au niveau de détail qu'il faut mettre dans les choses si on veut marquer la différence. Il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être le meilleur parmi les bons, etc. etc. C'est Karl Lagerfeld. Ok. Voilà. Ouais. Ça a été une rencontre qui a été déterminante. Mais c'est frustrant parce que j'ai envie de... C'est la question la plus frustrante. Ouais, je voudrais citer plein d'autres personnes. En fait. C'est ça qu'à chaque fois, je dis d'en citer une seule. Parce qu'effectivement, des rencontres, on a des centaines, voire des milliers de rencontres potentiellement dans une vie. Et c'est vrai que d'en citer une en particulier, c'est toujours complexe. Mais voilà, celle-là... d'autant que ça a été un client et que ça n'a pas été une rencontre une fois, ça a été une relation longue, m'a beaucoup constitué. Voilà. Sur le plan de la culture générale, sur le plan de process de travail, du niveau d'exigence dans les choses, du niveau d'abnégation qu'il faut mettre si on veut exceller, etc., etc. Là, t'étais à bonne école. La deuxième, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir un frère entrepreneur aussi? Je pense qu'il y a des tonnes de gens qui ont d'autres qui dans des fratries sont toi, tous entrepreneurs. Moi, j'en Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, quand je crée l'agence au tout début, tu dis que
en plus, j'avais 18 ans, tu manques de crédibilité, il te faut un plus vieux. Mon frère en avait 23, t'imagines? C'est beaucoup plus vieux. Profil senior. C'est un profil ultra senior. Donc, non, ça m'a effectivement beaucoup apporté. C'est sûrement, dans une phase de démarrage, un des meilleurs associés. On dit souvent que soit ça marche très bien, soit ça marche pas du tout, d'ailleurs. Et donc, c'est cool parce que forcément, tu te connais, tu sais lire l'autre, et puis comme on a des profils très différents, on était très très complémentaires. Maintenant, Carlos, il fait tout autre chose, il vit aux États-Unis depuis de nombreuses années, voilà. Mais c'est toujours agréable, et puis ne serait-ce que le fait de rendre ses parents fiers, c'est déjà très très important, c'est même primordial. Ouais, c'est clair. C'est une façon de faire d'une pierre deux coups. C'est un peu le strike au boulot. C'est clair. L'autre question, c'est qu'est-ce qui te fascine aujourd'hui dans la tech? Toi qui es un véritable passionné de tech, qu'est-ce qui te fascine aujourd'hui? La blockchain. Ouais. Je pense que aujourd'hui, on regarde surtout la blockchain au prisme des cryptos, etc., etc. Je pense que c'est une partie presque caricaturale ou une petite phase, une petite surface émergée, alors qu'en réalité, ce qui m'intéresse moi le plus dans la technologie blockchain, c'est la désintermédiation. Parce que quand tu appliques cette désintermédiation à grande échelle, dans la banque, dans l'assurance, dans la propriété d'objets, dans la certification d'authenticité des objets, etc., etc., ça va tout changer. Parce que il y a des tonnes de métiers qui sont basés sur un rôle d'intermédiaire. Et un assureur, c'est ça. Une banque, c'est ça. D'énergie, etc., etc. Ça peut tout changer. Donc, savoir comment la blockchain va considérablement se déployer et impacter nos vies et redistribuer les cartes, y compris d'acteurs existants depuis des centaines d'années, ça, je pense que ça va être passionnant à observer. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est de voir arriver cette génération de créatifs qui sont nés avec les plateformes que ma génération a créées. Je dis pas nous, mais notre génération. Je dirais que notre génération du numérique a créé les plateformes, que ce soit les Google, les YouTube, les Facebook, etc., etc. Et maintenant, il y a une génération qui est née avec ces plateformes et qui crée avec. Et cette génération-là de créatifs n'a pas les mêmes schémas de création dans la tête, n'a pas les mêmes schémas de communication, les mêmes stratégies de marketing, etc., etc. Et ça va être assez intéressant de voir ces gens-là arriver à des fonctions de direction, de communication et de marketing dans des grandes marques. Ça va être fascinant, je pense. On a hâte de voir ça, les nouvelles stratégies digitales des boîtes institutionnelles. Quand cette génération-là va diriger vraiment la communication et le marketing de grosses boîtes, de grosses marques bien lourdes, ça va être assez intéressant de voir qu'on va remettre un peu d'énergie là-dedans et qu'on va sûrement rompre avec des schémas de communication installés depuis longtemps et qui pour certains sont faits encore par tradition plus que par efficacité. On espère, parce qu'il y aura aussi, forcément, ils pourront recruter des gens formatés, tu vois, aussi, comme traditionnel. Peut-être, mais j'ai espoir. Est-ce que ça peut durer? Moi, j'ai espoir dans cette génération de créatifs. Là. J'ai envie de les voir à la manœuvre. Carrément. Une question qui peut paraître bateau, donc tu ne vas pas pouvoir me répondre par lance-toi. Ok. C'est quel conseil donnes-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer? C'est très simple. En fait, ma réponse, elle est extrêmement simple. Si tu hésites à te lancer, ne te lance pas. Je suis désolé de répondre ça, mais s'il y a une hésitation, il ne faut pas y aller, en fait. Parce qu'il faut aimer cette chute vertigineuse. Il va vraiment falloir aimer le processus. Donc, l'hésitation, elle est basée sur la peur. Et la seule façon de te dire que tu vas réussir ou de te donner des chances de réussir, c'est de te condamner à réussir. Donc c'est qu'il n'y ait pas de plan B et pas de plan C, qu'il n'y ait pas de sécurité et que ça soit ton choix. Et que ton choix. Donc s'il y a une hésitation, sincèrement, n'y va pas. Cette réponse me convient parfaitement. c'est top. Avant de passer à la dernière partie des petites questions rapides, tu as toujours le temps évidemment d'y répondre, toujours des petits temps de réflexion sans problème. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Ah ben j'en ai plein. J'ai envoyé dans ma newsletter ma liste de lecture de l'été. C'est quoi ta top lecture là? Alors ça dépend. Est-ce que tu veux de la lecture business, de la lecture philosophique? J'ai sélectionné, moi... Plutôt philosophique. Plutôt philosophique. Ouais. Alors, je sais qu'il doit y avoir des jeunes entrepreneurs qui doivent écouter ce podcast. Mais il y en a forcément. Ouais. Des gens qui sont un peu à la transition entre deux mondes. C'est peut-être des gens qui vont passer du salariat à l'entrepreneuriat, peut-être des gens qui vont devenir des primo-entrepreneurs, etc. Et moi, il y a toujours un livre que je conseille qui s'appelle Demian, de Hermanès, je crois, de mémoire, et qui parle de ça. C'est un chef-d'œuvre d'initiation à la pensée. Voilà, c'est comment se défaire des schémas socio-culturels desquels tu as hérité en fonction de où tu es né et en fonction de ton contexte familial, comment se défaire de ces patterns-là pour passer à tes propres schémas de pensée et prendre le pouvoir sur ton cerveau et passer de la réflexion à la pensée, ce qui est tout à fait différent. Tu me l'as super bien vendu, là. Je pense que je vais le commander après notre échange. C'est très simple, c'est un petit roman, c'est facile à lire. Dit comme ça, on pourrait se dire, oh là là, ça va être relou et tout. Mais en fait, pas du tout. Il faut à dévorer cet été. Et c'est un défi hyper important, hein, de sortir effectivement de ce schéma familial et même de son éducation, finalement. Parce que tout ce qui fait qu'on a été formaté à faire des choses. Donc c'est très intéressant. Le deuxième, c'est est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Alors, moi, je regarde pas beaucoup de séries, objectivement. Un film... Parasite. Ah, je l'ai vu. Voilà, film coréen qui se passe dans une maison designée par un architecte japonais. On connaît l'histoire entre le Japon et la Corée, qui s'est fait la guerre longtemps. Le scénario est incroyable. C'est un chef-d'œuvre. Et la maison est magnifique. Moi qui suis un fan d'architecture et de Japon, la maison est splendide. Voilà, ça fait deux raisons pour regarder ce film qui est extraordinaire, avec des rebondissements et tout. On peut pas spoiler, mais regardez Parasite, c'est extraordinaire. Ouais. Je crois que c'est sur les plateformes. Exactement. Je confirme totalement pour l'avoir vu. C'est vraiment. D'ailleurs, il a été oscarisé, je crois. C'est possible. Ouais. Donc, c'est une bonne reco. Extraordinaire. La troisième, c'est quoi ta musique du moment ? Quelle musique t'écoutes là le plus en ce moment là ? Alors moi je tourne toujours sur des grands classiques. Moi j'écoute beaucoup de blues et beaucoup de rock. Donc j'écoute beaucoup tout le temps du Clapton, du Dire Straits, du Pink Floyd, etc. Mais qu'est-ce que j'écoute particulièrement en ce moment ? Il y a toujours dans mes playlists du Giorgio qui est un rappeur que j'adore, voilà, et que j'aime beaucoup, et quoi d'autre, j'écoute beaucoup de live de Clapton en ce moment, mais bon, moi une journée sans Clapton c'est pas une bonne journée. C'est bien d'avoir des petites routines comme ça. Exactement. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle ? Quel est le business vraiment qui te... Est-ce qu'on irait vers de la blockchain ? Est-ce qu'on irait vers du kiff ? Je rachèterais bien TikTok. Parce que, sans être désobligeant, l'actionnaire chinois qui semble plus intéressé par la data que par le fait de trouver un modèle m'ennuie. Et en même temps, je vois toute une génération se créer sur les codes de TikTok. Donc, ils ont trouvé un vrai truc. Et c'est vachement chiant qu'ils ne trouvent pas un modèle de revenu à partager avec les créateurs qui sont dans TikTok. Et ça fait des années maintenant qu'on leur dit, et ça fait des années qu'ils ne le trouvent pas, même quand il s'appelait encore Musical.ly. Et ça tarde à venir. Donc, si je pouvais les racheter pour installer un vrai modèle avec du partage de revenus avec les créateurs qui sont dans TikTok, ça serait un vrai kiff, parce que je pense qu'il y a des tonnes de créateurs qui ont du talent dans cette plateforme, au milieu d'autres trucs moins intéressants, mais il y en a quand même beaucoup, premier truc. Et autre chose qui n'a absolument rien à voir, je rachèterais Dyson. Ah, une marque que tu connais bien. Une marque que j'aime bien, que je connais bien, avec un fondateur et un ingénieur emblématique qu'il faut absolument laisser en place. Mais quitte à ne pas avoir de limite financière, je pense que cette marque mérite encore plus d'exploser et de faire encore plus de choses. Avant-dernière, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Jacques Froisson, le directeur du cabinet de recrutement Altaïd. Le mec, ça fait 20 ans qu'il est sur le marché, il connaît l'industrie numérique par cœur, il a vu toutes les mutations. Et c'est le chasseur qui a aidé plus de 80% des startups françaises à staffer leurs premières équipes, leurs premiers CTO, leurs premiers CMO, leurs premiers CEO. Et il connaît cette industrie par cœur, il en a vu les coulisses et il sait les raconter et il sait aider les entrepreneurs à s'entourer des bonnes personnes, ce qui est certainement le premier des enjeux quand tu veux faire une boîte avec de l'ambition. Donc Jacques est un mec top. Est-ce que vous avez Georges Mohamed Cherif, le patron de Buzzman, qui est pour moi le meilleur créatif de l'industrie publicitaire de cette génération-là, et un être humain délicieux. Donc voilà, il faut parler avec Georges, c'est un mec top. Et puis un de nos créateurs. Allons-y. Voilà, Léo, par exemple. Ouais, super. Des bons profils, parce que effectivement le premier sur le recrutement, c'est un sujet quand même extrêmement important dans la création d'une boîte, dans le développement d'une boîte. Et puis le deuxième forcément sur la publicité, et puis le troisième sur la tech et sur la création de contenu. Ah si, il faut absolument, pardon, mais je suis nul. Il faut absolument interviewer le patron de Ami, la marque Ami. Oui. Alexandre Mathieu. Je l'ai ciblé, je l'ai dans ma to-do. Voilà. Exceptionnel, un mec qui s'est fait avec une histoire complètement à rebrousse-poil de l'industrie de la mode. Et à la fin de la fin, quand Tim Cook donne une interview à la télé française... Avec Mouloud Achour. Exactement. Et ben, il porte un t-shirt Ami. Oui. Et là, je dis, grand respect. Ouais. Voilà. Et voilà, cette marque est magnifique. Son histoire est magnifique. Et son fondateur a un parcours tout à fait particulier dans son industrie. Ça mérite d'être entendu. Ouais, il est dans ma shortlist. Donc, c'est noté. Pour conclure cette discussion, je finis toujours avec cette question. C'est quoi pour toi un entrepreneur ? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème auquel il semble ne pas y avoir de réponse de la part du marché et qui va finir par démontrer qu'il y a des gens qui sont capables de payer pour résoudre ce problème. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Manuel pour cette discussion. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Merci pour l'invitation. J'espère que toi qui nous as regardé, écouté aussi sur les plateformes de podcast, ça t'a plu. Et on n'hésite pas à retrouver ton profil sur Insta aussi. Ouais, bien sûr. Et puis sur tous les réseaux d'Influx, tout simplement. Merci. Salut Manuel. À bientôt. À bientôt.